Bonjour à tous, bienvenue à ce talk sur LinuxKit. Aujourd'hui, on va vous parler du projet et on va vous donner toutes les clés pour construire votre propre OS comme vous le feriez avec un meuble en kit. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre Ivaillet, je suis consultant formateur chez Zenica Nantes et accessoirement, je m'amuse aussi avec du Linux, du kernel et puis je fais de la musique. Et bonjour à tous, moi c'est Eric Briand, donc je suis développeur à Zenica. Je m'intéresse à pas mal tout ce qui est sur le cloud et je m'intéresse beaucoup à Docker. Donc je suis organisateur du Docker Meetup à Nantes et donc c'est comme ça que j'ai venu à m'intéresser à LinuxKit. Donc tous les deux, on travaille pour Zenica. Donc Zenica, c'est une petite ESN qui est un peu partout en France, donc typiquement à Paris aussi. On a 3 missions, la réalisation, le consulting et la formation. On est premier au Great Place to Work cette année. Et on s'amuse bien, et voilà, typiquement, on est là aussi pour faire des talks de temps en temps, ça nous amuse bien. Donc déjà, pour savoir qui dans la salle, au quotidien, manipule des VM. Ouais, déjà, pas mal de monde. Qui manipule au quotidien des conteneurs? Ça fait plaisir à plus de monde. Alors, qui au quotidien construit son OS? Ah, il y a beaucoup moins de monde. Ben voilà, moi j'espère qu'après ce talk-là, vous pourrez peut-être commencer à lever la main. Donc vous allez voir, en fait, avec LinuxKit, c'est vraiment pas compliqué. Donc on va déjà vous présenter pourquoi le projet existe, ses concepts, son historique. Après, on va vous présenter le projet en lui-même, donc plus sur techniquement son organisation, après comment ça marche du point de vue architecture. Et après, on va vous faire des démos. En live, on va construire plusieurs distributions directement pour vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué pour construire un OS. Après, on partagera avec vous un peu notre retour d'expérience par rapport à la technique. Donc le premier slide, c'est un slide que je pense que si vous faites du Docker, vous avez vu souvent. C'est vraiment un slide d'intro. Donc c'est juste pour rappeler la différence entre une VM et un conteneur. Donc une VM, pour pouvoir packager votre application, vous allez devoir donc mettre vos librairies et un OS dans la VM. Donc les VM, ça fait un moment que ça existe, ça marche très bien. L'isolation, elle est très bien maîtrisée. Le seul inconvénient d'une VM, c'est que potentiellement, ça va prendre pas mal de ressources. Donc c'est pour ça que typiquement qu'avec les conteneurs, on a une approche un peu plus légère, donc avec une conteneurisation plus logique. Et donc généralement, pour un conteneur, on va juste mettre son application, ses librairies, et après on va s'appuyer sur un daemon Docker pour pouvoir accéder à un OS. Donc dans ce schéma-là, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais par contre, l'OS, dans ces deux stacks, c'est quelque chose finalement qui reste assez généraliste. Ça va être, même s'il y a des OS un peu plus spécialisés que d'autres, on reste sur des OS généralistes qui vont devoir répondre à peu près tous les besoins des gens. Donc il y a un package manager, il y a des services que vous n'utilisez pas forcément. Et donc c'est pour ça que voilà, on va voir comment remédier à ce problème-là. Donc l'analogie qu'on voulait utiliser, c'était que les OS actuels, c'est un peu comme des armoires normandes. Donc pourquoi? Parce que typiquement, pour construire une armoire normande, va falloir plusieurs personnes pour construire l'armoire normande dans un atelier, etc. Un OS, c'est pareil, ça demande beaucoup d'engineering. Ça peut prendre du temps, ça coûte assez cher. Après, derrière, pour la livrer, votre armoire normande, va falloir prendre un camion, va falloir faire passer par la fenêtre parce que la porte elle est trop petite. Votre OS de plusieurs centaines de mégas à plusieurs dizaines de gigas, va falloir le faire passer par une connexion Internet, une clé USB, enfin, va réussir à le faire transférer. Donc, c'est pas forcément évident des fois si on n'a pas une bonne connexion. Après, derrière, une armoire normande, c'est assez grand, on met plein de trucs dedans, c'est génial, mais au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Un OS, c'est pareil. Une fois qu'on a notre, je sais pas, par exemple, un CentOS installé, on va commencer à mettre des choses dedans, des scripts, des programmes, et puis au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans, parce qu'il y en a un peu partout. Puis à la fin, quand on va vouloir se débarrasser de notre armoire normande, ça va être encore plus compliqué, parce que ça se trouve, la fenêtre, on passe plus, enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais si on veut se débarrasser de notre OS, on est tellement lié à l'OS que du coup, après, ça devient compliqué de changer. Et il y a aussi la mise à jour. Typiquement, si notre armoire normande a un problème, il va falloir refaire une pièce sur mesure, ça coûte cher. Notre OS, pareil, il va falloir faire un patch, parce que potentiellement, vous avez une version particulière ou une dépendance système qui a changé. Et votre patch, généralement, il va coûter cher et il ne sera pas forcément bien fait. Donc dans le monde des meubles, Ikea, ils ont résolu le problème en faisant, voilà, par exemple, la Kallax. Donc typiquement, leur approche, c'est simple, c'est de dire, les meubles, ça va être fait avec des pièces standardisées qui potentiellement vont être réutilisées dans plusieurs meubles différents. Pour la livraison, pour le montage, vous allez récupérer des cartons, ça rentre dans une petite voiture. Moi j'ai une C1, je peux faire rentrer plein de meubles Ikea dedans, c'est génial. Et derrière, après, vous allez le monter chez vous. Donc c'est quand même pas mal. Donc déjà pour le transport, c'est pas la même chose.
Après, pareil, hein, ça coûte généralement vachement moins cher. Et si vous avez un problème avec un meuble Ikea, généralement, vous n'allez pas essayer de le réparer, hein. Vous allez jeter et vous allez en racheter un autre. Et donc, c'est quand même vachement confortable. LinuxKit, c'est un peu ces principes-là. Donc, le premier, c'est que les pièces de votre OS, les éléments de votre OS, ça va être que des conteneurs. Tout est conteneurisé. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir préconstruire des images de ces conteneurs et derrière, pouvoir les assembler à l'envie. Le deuxième principe, vous avez un plan de montage. Pour comment vous construire votre OS, vous avez un descripteur qui va vous dire exactement comment je construis mon OS, qu'est-ce qu'il y a dedans, et vous avez directement la liste sous les yeux. Ça repose sur un autre principe, c'est l'immutable infrastructure. Une fois que votre OS est construit, il ne change pas. Donc il n'y a pas le problème de rajouter plein de choses dans l'OS, etc. Là, c'est directement écrit, vous ne pouvez pas changer. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir faire un OS minimaliste et de fait sécurisé. Donc un OS minimaliste, l'avantage, c'est que vous allez prendre vraiment que ce dont vous avez besoin, et ça va de fait réduire la surface d'attaque. Donc moins il y a de choses à attaquer, plus on est sécure. Et le dernier principe qui n'est pas négligeable, c'est aussi le fait de pouvoir construire et démarrer très rapidement un OS. Et donc ça, c'est dans l'idée de dire, maintenant, mon OS, jusqu'à maintenant, je construisais en permanence mes applications, maintenant, je vais pouvoir aussi construire en permanence mon OS. Ça, c'est un petit tweet qu'on a récupéré, donc qui date du mois de février. C'est un ancien de Docker, je ne sais pas si vous connaissez, Solomon Hykes. Et donc pour lui, en fait, voilà, l'OS, ça va devenir une commodité comme une autre. Donc typiquement, on construit des applications, maintenant on va construire un OS comme on construit une application. Donc le projet en lui-même, il se définit, donc sa tagline, c'est de dire que c'est une boîte à outils pour construire des systèmes d'exploitation sécurisés, portables et minimalistes. Donc c'est open source depuis 1 an. Donc c'est pour ça qu'il y a le petit gâteau. Hier, c'était les 1 an de LinuxKit. Et donc c'est écrit en Go et ça a été initié par Docker Inc. Donc à la base, Docker Inc., en fait, ils avaient développé un outillage pour pouvoir construire la VM qui vient avec Docker for Mac et Docker for Windows. Donc ça a beaucoup évolué. Mais maintenant, voilà, c'était la base du projet. Donc le repo GitHub est là. Et donc à ce jour, il y a 2 vraies releases. Vrai parce qu'il y en a une en fait qui était faite au début mais qui n'a pas vraiment été publiée en fait. Et donc les 2 releases, la première release en fait ça a été plus pour marquer le passage à Containerd 1.0. Donc Containerd, c'est le conteneur runtime de Docker plus bas niveau. Et là la deuxième release a eu lieu il y a quelques semaines, quelques jours, je sais plus. Et là ça va plus s'accompagner avec, il supporte plus d'architecture de CPU, etc. Juste pour bien insister, avec LinuxKit, on ne va pas construire des images de Docker. On ne va pas construire des images Docker. Une image Docker, ça va être juste une application et ses librairies. Alors qu'une image OS, on va avoir tout un système de fichiers avec le kernel, etc. pour pouvoir démarrer un OS. Et donc, l'image Docker, pour pouvoir la faire tourner, il va falloir un daemon, il va falloir un runtime pour pouvoir faire tourner votre conteneur. Alors que l'image OS, vous pouvez la faire tourner sur un hyperviseur ou sur du bare metal, donc directement sur un vrai serveur. Le repo GitHub de LinuxKit est intéressant. Donc, outre les répertoires habituels de SRC et Docs, il y a un répertoire qui s'appelle PKG. Donc PKG, en fait, dedans, vous allez retrouver en fait une trentaine de packages, donc toutes les images de base de l'OS. Et dedans, vous allez retrouver, par exemple, ce qui permet de récupérer une adresse réseau, des DHCP-CD, le SSHD, un module DNS. Voilà, vous allez retrouver toutes ces briques de base que, après, derrière, vous pouvez utiliser pour construire votre OS. Ensuite, il y a un répertoire kernel, où là, dedans, en fait, il y a tout l'outillage pour construire votre kernel. Donc là, actuellement, ils maintiennent 2 versions de kernel en parallèle. Donc là, je crois que c'est la 4.9 et la 4.15. Et donc derrière, en fait, l'intérêt, c'est que vous avez déjà tout l'outillage présent pour construire votre propre OS. Et donc si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans la manière dont ils ont construit le kernel, rien ne vous empêche de récupérer le code source, de modifier des flags dans le kernel, etc. Et après, de pouvoir recompiler très, très facilement votre kernel. Ensuite, il y a un répertoire examples. Donc ça, pour débuter, c'est quand même vraiment intéressant. Donc je vous ai parlé des descripteurs LinuxKit. Et bien là, il y en a beaucoup, pour bien comprendre comment ça marche, etc. Vous avez plein d'exemples dans différentes situations, pour différents cloud providers. Et donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et le dernier, donc, le répertoire project. Donc là, c'est un répertoire plus dédié aux contributions
pour LinuxKit. Et là, c'est carrément, vous allez pouvoir contribuer pour mettre des projets, des systèmes complets basés sur LinuxKit. Dedans, par exemple, à la base, il y avait un répertoire qui était l'intégration de Kubernetes. Donc, vous démarrez un cluster Kubernetes. Donc, celui-là a bien évolué. Donc, du coup, maintenant, a son propre repo GitHub. Dedans, par exemple, vous pouvez retrouver de quoi monter un cluster Swarm ou des choses comme ça. Donc, directement, vous avez un exemple de projet pour pouvoir directement démarrer tout un cluster de machines directement basé sur LinuxKit. En termes de communauté, donc les chiffres ne sont pas énormes pour l'instant. Donc il y a à peu près une centaine de contributeurs, à peu près 4000 stars. Ça ne reflète pas vraiment en fait, finalement la communauté qu'il y a derrière, parce qu'actuellement en fait, il y a quand même pas mal, il commence déjà à avoir pas mal d'utilisateurs de LinuxKit, et ils cherchent pas mal de contributeurs aussi. Il y a un concept intéressant aussi, c'est les monthly dev reports. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir un rapport consolidé tous les mois de ce qui se passe sur le projet. Donc plutôt que de devoir regarder toutes les PR, etc., et bien là, en fait, vous avez un README, enfin un Markdown, et dedans, vous allez retrouver toute l'actualité, donc les dernières fonctionnalités qui ont été rajoutées, les choses qui ont été supportées en plus, éventuellement les versions dépréciées de kernel, ce genre de choses. Et donc aussi, il y a le Moby Summit, donc c'est une journée à côté de la DockerCon, et dedans, en fait, vous allez retrouver plein de personnes qui vont parler de Linux, Kit, et des autres projets de Docker. Mais donc c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir vraiment des confs plus concrètes par rapport à LinuxKit. En termes de contributeurs, les contributeurs principaux, c'est des gens de chez Docker. Donc typiquement, il y a Justin qui est juste là, donc qui est l'un des contributeurs principaux. Pas de pression. Et donc ça vous permet comme ça de voir aussi la vie du projet très facilement. Donc on va passer un peu plus au concret, donc voir un exemple de plan de montage. Donc comme on l'a dit, l'objectif c'est de construire un OS en se basant sur un plan de montage. Donc c'est un descripteur YAML, vous en avez un exemple ici, donc il est assez complet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le détailler partie par partie et voir à quoi servent chacune de ces sous-parties. Donc là, il y a une première partie qui va concerner le noyau que vous allez utiliser pour booter votre OS. Donc cette partie-là, en gros, ce qu'on va récupérer, c'est tout simplement l'image d'un noyau, donc l'image binaire, et puis également la ligne de commande qui va être passée au noyau. Cette image, on va l'utiliser de deux façons selon le mode de démarrage que vous allez choisir pour soit votre machine virtuelle, soit la machine que vous allez booter. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, ce qu'on va utiliser là-dedans, c'est vraiment le fichier qui correspond au kernel et la ligne de commande à lui passer au démarrage. Juste en complément, sur un kernel Ubuntu standard, il y a environ 1500 options et fonctionnalités qui sont activées, 6500 options qui sont activées sous forme de modules ou autres. Donc ça correspond à tous les drivers, toutes les fonctionnalités que vous avez dans le kernel. Là, comme le disait Eric, on est sur une approche minimaliste, donc on va avoir que 1500 justement options de configuration qui sont activées. L'objectif, encore une fois, c'est d'aller vers quelque chose qui soit minimaliste et sur lequel il y ait une surface d'attaque moindre. La partie suivante, qui est la partie init, c'est une partie sur laquelle on va décrire tout simplement des images Docker. Donc là, ça va pointer vers des images Docker, sur lesquelles on ne va récupérer que du file system en fin de compte. On va aller récupérer les fichiers que composent ces images Docker. On va aller les assembler pour créer le système de fichiers racine de la machine qu'on va souhaiter créer, enfin en tout cas de l'image d'OS qu'on va souhaiter créer. Donc là, il n'y a pas d'information de run vraiment, c'est directement en dur. On verra par la suite comment ça s'initialise. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, on va extraire juste du système de fichiers. Il y a une autre section qui s'appelle onBoot, qui elle va permettre de lancer des processus qui vont être exécutés au démarrage de la machine, qui vont donc se lancer, réaliser les tâches qu'ils ont à accomplir, et puis quitter. Donc là, par exemple, on a l'exemple du client DHCP, qui donc au démarrage de la machine va se lancer pour récupérer une adresse IP et qui va tout simplement sortir. Donc là, c'est vraiment des process qui ont une durée de vie limitée dans le temps. Ensuite, on arrive à une partie qui, là, va plus nous intéresser, c'est la partie service, où là, vous allez pouvoir mettre les briques qui vont vraiment être utiles par rapport à l'image OS que vous êtes en train de construire, et notamment tous les services que vous allez vouloir rendre. Typiquement, si vous voulez lancer un serveur web, c'est ici que vous allez décrire le service
qui rend le service de votre serveur web. Dans l'exemple qu'on a mis là, c'est simplement fournir une TTY à l'utilisateur pour interagir avec la machine virtuelle. Donc on voit qu'on indique le nom du service, l'image Docker sur laquelle on se base. Donc là, pour le coup, on va utiliser les informations de runtime, la commande à lancer, ce genre de choses. Et on va pouvoir passer des options complémentaires. Donc ici, on a une variable d'environnement qui est passée, qui est très prod ready. Donc là, l'idée, tout simplement, c'est de se dire qu'on va récupérer une invite de commande, mais on ne va pas avoir besoin de s'authentifier dessus. On va être directement authentifié. C'est juste pour du debug pour nous, pour les démos. Ce sera plus pratique par la suite. On peut passer d'autres options de ce type-là, notamment si vous voulez monter. Faut bien se dire que là, ce qui va être lancé, ça va être lancé dans un conteneur. D'accord ? Donc vous allez pouvoir ajouter des options. Pour ceux qui connaissent Docker, vous allez pouvoir binder des volumes du système hôte directement à l'intérieur de votre service en utilisant une autre option bind qu'on n'a pas mis ici. Vous allez pouvoir également décrire les capabilities dont aurait besoin votre process pour tourner correctement. Donc il y a ce genre d'options qu'on peut rajouter, il y en a d'autres, la documentation est assez complète. Et puis donc il y a deux dernières parties, donc une partie files qui va vous permettre tout simplement d'injecter des fichiers à la création de l'image de votre machine, de votre OS. Donc là par exemple, on va vouloir injecter la clé SSH de notre utilisateur pour pouvoir se connecter en SSH dans la machine virtuelle. Donc on va déclarer un fichier, on va lui dire où prendre le fichier, à quel endroit le déposer sur la machine, et le mode de création, et puis savoir s'il faut absolument que le fichier soit là pour créer l'image ou pas. Et il y a une dernière partie qui est intéressante, c'est la partie trust. Comme on le disait, il y a un gros effort qui est fait sur la sécurité dans LinuxKit, et notamment on va s'appuyer sur la signature des images de Docker qui sont utilisées. Et en indiquant le trust comme c'est fait ici, vous pouvez l'appliquer soit sur une organisation, donc comme encore une fois ce qui est montré ici, où là on va aller vérifier les signatures des images pour tout ce qui vient de l'organisation LinuxKit, et vous pouvez aussi aller appliquer ce type de vérification pour chaque image. Voilà. Alors il y a quelques en complément de ce descripteur, donc on va l'utiliser, puis on va pouvoir tout simplement utiliser LinuxKit pour construire l'image d'un OS. On peut aussi l'utiliser pour construire les images Docker, c'est-à-dire les éléments qui vont servir à constituer votre OS. Mais pour ça, en fait, on peut aussi se baser tout simplement sur des images Docker. Donc LinuxKit, en faisant un LinuxKit build, il va vous permettre de construire l'image de votre OS. Il va aussi vous permettre, avec LinuxKit Run, on le verra aussi pendant les démos, de lancer votre OS. Alors, soit dans une machine virtuelle en utilisant un système de virtualisation Hyper-V, Hyper-Kit, QEMU, selon l'endroit où vous tournez, mais aussi sur du bare metal ou sur du cloud. Bon, à noter quand même que LinuxKit Run, c'est plutôt pour faire du debug ou tester vos machines. Si vous aviez de l'orchestration de VM à faire ou autre, je pense qu'il faudrait plutôt utiliser une autre solution. Et du coup, LinuxKit, il faut plutôt vraiment le voir comme un outil qui va servir à construire l'image de votre OS. Il y a d'autres outils qui sont maintenus également, je dirais, qui gravitent autour de LinuxKit. Donc il y a un toolset qui s'appelle RTF, qui veut dire Regression Testing Framework, qui permet de lancer des tests unitaires shell, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est utilisé sur LinuxKit pour réaliser l'intégration continue, construire des machines, les lancer et s'assurer à chaque fois que tout fonctionne bien, tout simplement, et qu'on casse rien quand on fait des mises à jour. Et puis des outils annexes, donc HyperKit qui sert à gérer la virtualisation sur macOS, VPNKit qui va servir à gérer toute la couche réseau, et donc ça c'est beaucoup utilisé par exemple pour Docker for Mac, pour gérer les interactions entre le réseau de votre machine virtuelle qui est lancée pour Docker for Mac et l'interaction que vous avez avec votre machine directement. On a noté également un autre outil, alors c'est vraiment des outils en kit à chaque fois, c'est InfraKit, qui lui va permettre d'orchestrer justement plutôt de l'infrastructure, aller déployer des LinuxKit de façon plus massive. Et on a un autre dont on n'a pas parlé ici qui s'appelle BuildKit, qui permet aussi de faire de la construction de façon parallèle. Voilà.
Dans l'organisation et pour voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc quand on fait un Linux Kit build, on va se baser sur le fichier YAML que je vous ai présenté tout à l'heure. Il va aller lire le descripteur et il va prendre donc les parties qui sont dans le root que je vous avais montré tout à l'heure. Il va décompresser en gros le file system pour construire toute la racine de l'image de notre OS. Ensuite, il va aller prendre à la fois les images qui sont dans onboot et les images qui sont dans services, et il va aller créer les file systems correspondants et des descripteurs OCI. Donc OCI, je ne sais pas si ça vous parle, ça vient de l'Open Container Initiative et c'est un standard qui permet de décrire les images de conteneurs, tout simplement. Et donc on va réutiliser ce type de descripteur et positionner le root file system pour que la machine puisse se lancer. Donc, alors juste petit delta, on va à la fois déposer le root file system du conteneur, mais il va pouvoir exister au runtime dans un autre répertoire. Tout simplement, c'est un peu la même vision que quand vous avez une image et un conteneur. L'image est en lecture seule, le conteneur il vit sa vie, et lorsqu'il vit sa vie, il y a possibilité d'écrire sur le file system quand même. Ça disparaît simplement quand on éteint le conteneur. Vous avez le même principe. À l'exécution, ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer votre machine virtuelle ou bare metal. On va lancer l'exécution du kernel, qui va aller trouver le processus init, donc le premier process à lancer pour démarrer votre OS, qui lui va se charger d'initialiser containerd, donc le runtime de conteneur. Et puis derrière, il va donner la main à runc pour lancer chacun des conteneurs que vous avez décrits, soit dans le onboot, soit dans la partie service. Et puis, tout simplement, pouvoir permettre à votre OS de s'exécuter et de vivre sa vie et rendre les services que vous lui avez demandés. Donc, on va passer aux démos. Voilà. Il est temps de prendre des risques. Alors, tac. Voilà. Donc là, on va vous présenter donc 3 petites démos. Donc la première, ça va être juste un Hello World. La deuxième, ça va être, on va vraiment commencer à faire quelque chose de plus intéressant. Par exemple, typiquement, faire un OS avec un Tomcat. Et la troisième, on va vous montrer typiquement comment faire pour déployer notre image directement sur un cloud provider. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est le descripteur en lui-même. Donc, hop, voilà. Donc là, on retrouve vraiment ce qu'on vous a décrit dans les slides. Donc on retrouve le kernel, notre système init. Et donc pour ce Hello World, tout ce qu'on a fait, c'est donc on veut que notre OS, quand il démarre, il va lancer donc un getTTY, donc juste un prompt. Et donc ça, on a construit une petite image Docker ici, donc c'est une petite image custom, et on peut directement démarrer. Donc si on fait un Linux Kit, si j'écris correctement, voilà, build, donc voilà, donc on va construire notre OS. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, l'outil va lire votre YAML, il va comprendre que voilà, je récupère le kernel, il va extraire donc le file system du kernel, il va extraire le file system de chacune des images qui sont dans la section init, et derrière, il va créer donc la description OCI pour notre service. Et donc le résultat final derrière, qu'est-ce qu'on a? C'est carrément une image OS. Et donc cette image-là, pour pouvoir la lancer, ce que je vais pouvoir faire, c'est Linux Kit run et le World OS. Et donc ça, là, on démarre un OS, et donc en fait, le OS va démarrer très très vite. Donc en quelques secondes, on a un OS qui démarre. Et donc on a un OS très utile pour les ops quand ils sont nus pendant leurs astreintes, un Tetris en ASCII art. Alors par contre, le faire tourner en prod, c'est pas très intéressant parce que dès qu'on perd, en fait, l'OS s'éteint. Donc il faut être très bon. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai lancé un OS complet et ça s'est lancé en quelques secondes. Ça s'est éteint, pareil, très rapidement. La construction, alors on a préchauffé notre cache avec les images Docker, mais vous avez vu, c'est très rapide à construire. En quelques secondes, on a réussi à construire et démarrer un OS. Donc maintenant, on va montrer quelque chose peut-être un petit peu plus intéressant si on veut faire un peu de run. Donc là, maintenant, ce qu'on a voulu faire, c'est un OS qui va embarquer une image Docker. Une image Docker de Tomcat. Donc là, on a quand même gardé un petit prompt, histoire d'avoir en fait directement l'IP de notre machine. L'idée, généralement, ce qu'on veut faire, c'est avoir un OS et ne même pas avoir de prompt. On ne peut même pas avoir un prompt sur l'OS, donc directement, juste qui expose le Tomcat. Et donc le Tomcat,
c'est une image Docker. Je vais vous montrer après derrière l'image Docker. Et donc le petit switch qu'on a rajouté ici, c'est pour dire quand notre conteneur va démarrer, il va exposer son port directement sur le network de notre VM. Et donc ce que ça va permettre de faire, c'est que le port 8080 de notre Tomcat sera accessible directement depuis l'extérieur. Et donc notre image Docker de Tomcat, voilà. Donc vous voyez, c'est très compliqué. On a fait un from Tomcat, on a rajouté notre petite application, et c'est tout ce qu'on a fait. Et donc ça, c'est une image Docker complètement standard. Il n'y a rien de spécifique à LinuxKit. Et donc, même commande, hein, LinuxKit, build. Non, du coup, c'est pas le bon YAML, voilà. Donc là, la même chose, on reconstruit. Et donc la petite différence, c'est que là, il va construire donc en plus de notre service. Ah oui, je n'ai pas oublié de parler de ça. Donc on a rajouté une section onBoot. Donc en fait, l'idée là, c'est qu'on va juste récupérer une IP aussi. Parce que si on veut accéder à la machine, il faut mieux qu'elle ait une IP. Donc là, il est en train de construire notre output. Et donc LinuxKit run. Ah oui, j'ai oublié un petit truc. Merci Pierre-Yves. Donc en fait, là, on est sur un Mac. Donc pour pouvoir faire tourner notre VM, on va utiliser donc HyperKit. Et donc l'idée, c'est que si on veut rendre accessible le network, l'interface réseau de notre VM, il va falloir ajouter un petit switch networking. Hop, égal vmnet, c'est ça. Et donc ça, l'intérêt de ça, c'est que ça va vous permettre directement d'accéder à notre VM. Donc là, elle va démarrer très vite. Voilà. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste customisé le prompt pour qu'elle nous donne directement l'IP de la machine et qu'on puisse cliquer dessus directement. Voilà. Hop. Donc on a notre lien ici. Et voilà, ça fonctionne directement. Donc là, on a démarré un OS avec un Tomcat directement fonctionnel. Donc. Merci. Hop. Et maintenant, on va essayer de retrouver la fenêtre avec. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va faire un truc un peu plus sérieux. Un peu plus sérieux, je sais pas. Mais... Donc on a vu différents exemples. Donc un premier exemple de machine en local, et puis la même chose avec un service. À chaque fois, là, on a utilisé la virtualisation qui était présente sur notre machine, en fait, donc celle sur le Mac. L'idée maintenant, c'est de vous montrer qu'on peut aussi aller lancer des machines directement sur le cloud. Il y en a pas mal qui sont supportés, à ma connaissance. Il y a GCP, AWS, il y a Packet, enfin, donc Packet c'est du bare metal, mais enfin, il y a pas mal de cloud providers qui sont supportés sur lesquels vous allez pouvoir faire du LinuxKit Run. Donc là, on a fait une image qui est faite exprès pour GCP. Sur le principe, c'est un peu la même chose. Alors ce que je vais faire par contre, c'est un peu plus long de la construire celle-ci, tout simplement à cause du format d'output. Donc je vais y venir, mais je vais lancer la construction avant. Donc tout simplement, vous avez vu, j'ai lancé LinuxKit build, je lui ai indiqué un format GCP, il va aller construire une image de l'OS et simplement quand il aura assemblé tous les systèmes de fichiers, au lieu d'avoir le même type d'image que ce qu'on avait avant, il va construire une image de FS qui va être utilisable pour aller l'envoyer sur GCP et pouvoir faire apparaître une VM Google directement avec. On va regarder le descripteur rapidement pour voir qu'il n'y a pas de magie. La molette ou pas? Non, j'ai pas la molette. Bon. Ah si, ok, de tout. Donc on a le même type de descripteur et les mêmes types de choses que ce qu'on avait avant, donc le DHCP-CD pour le client DHCP. Simplement là on n'a pas mis du Tomcat, on a mis du Nginx parce qu'on va servir des fichiers statiques. On a choisi une autre façon d'utiliser le réseau. Là on a ajouté les capabilities en fait à notre conteneur pour pouvoir utiliser le réseau de la machine hôte. Et puis sinon donc voilà le type de descripteur qu'on a. Non, il t'a pas trouvé ton image Docker. Ah, ok. Vu qu'on a fait des images donc à nous, elles sont pas sur le hub Docker en l'occurrence. Donc, Hop,
Donc on va recommencer, on va construire notre image Docker. Donc là, vous voyez, du coup, je reconstruis l'image Docker avec mon Nginx, l'image personnalisée. Ça prend pas longtemps. Là, il faut que je relance. Du coup, tu as voulu le faire en avance. Donc là, j'ai perdu le temps que je voulais gagner. Mais juste pour préciser, l'image Nginx qu'on a fait, pareil, il n'y a pas de choses custom par rapport à LinuxKit. Hein. C'est vraiment juste une image Nginx de base, où dedans, on a juste rajouté un HTML et une image. Donc, pareil, on peut très bien utiliser celle-là sans même LinuxKit. Hein. En faisant un Docker Run, cette image fonctionne déjà. Après, il faut savoir que dans le projet, il y a aussi d'autres types d'images qui permettent d'aller utiliser les métadatas du cloud provider pour aller typiquement injecter des variables d'environnement, des informations sur l'instance que vous êtes en train de créer. Donc il y a ce qu'il faut sur le repo pour voir comment ça fonctionne et réaliser ce type de choses. Donc vous pouvez quand même aller customiser l'image OS quand elle se lancera, elle pourra prendre en compte l'environnement dans lequel elle est lancée. Et l'intérêt aussi des descripteurs, on vous a déjà montré en fait, c'est que l'intérêt de ça, c'est que c'est aussi agnostique de la plateforme que vous utilisez. Alors potentiellement, vous pouvez faire des choses très spécifiques, mais là sur des exemples, voilà, sur un Tomcat, sur un Nginx, on peut très bien avoir le même descripteur et dire, bah là, une fois je vais le faire pour GCP, une fois pour AWS, une fois pour VMware, mais votre descripteur restera le même. Contrairement à des solutions typiquement type Packer ou des choses comme ça, c'est que là, vous êtes agnostique de la plateforme. Par contre, il y a une chose où vous n'êtes pas agnostique, là c'est l'architecture du processeur que vous utilisez. Donc actuellement il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau de Docker pour avoir ce qu'on appelle des images multi-architecture. Donc l'idée c'est d'avoir un nom d'image, mais derrière en fait il peut détecter si c'est du x86 ou de l'ARM. Actuellement il y a encore un petit peu de travail dessus, mais voilà, l'idée c'est que notre descripteur là il va être valable pour x86. Si on veut l'utiliser sur ARM, il faudra utiliser d'autres images Docker. Alors, ce qui est intéressant par contre, c'est que le descripteur va rester valable. C'est juste les images Docker sur lesquelles on va se baser, où il va aller chercher l'architecture différente. Il faut juste que les images Docker avec la bonne architecture existent. Mais encore une fois, le descripteur, pour le coup, va rester le même. Donc là, j'ai construit mon image. Par contre, elle est, en fait, mon système de fichiers, on le voit ici, le tar.gz, il est en local. Donc il va falloir que je l'envoie sur Google Cloud pour qu'il puisse me créer une image de VM. Donc je vais lui faire un push sur Google Cloud. Alors il y a quelques options à préciser quand même, notamment le Google Cloud Project, le nom du bucket vers lequel je l'envoyais, et puis bien sûr le file system que je vais utiliser pour créer cette image. Donc là, il y a une première étape où il va envoyer tout simplement le système de fichiers donc sur mon bucket. C'est ce qu'on voit là, le uploading. Donc il me supprime l'image précédente parce que, bien sûr, on avait fait quelques tests. Et donc on voit ensuite, il y a une étape où il supprime aussi donc comme je disais, l'image de l'OS. Et ensuite, il va la recréer. Donc on envoie le file system. Et ensuite, on interagit avec GCP pour lui dire d'utiliser ce file system pour créer une image de machine virtuelle. Donc, si vous connaissez GCP, vous voyez comment ça marche. Il y a le même principe chez AWS avec les c'est AMI. les AMI en fait. C'est ça, c'est l'idée. Vous avez un catalogue d'images OS et là, on vient d'en créer une et on vient de la rajouter dans le catalogue. Et donc là, derrière, on peut s'en servir comme les images Ubuntu, etc. Donc là, je vais pouvoir faire un Linux Kit Run et cette fois-ci, au lieu d'être en local et de juste faire un run et faire en sorte qu'il s'adapte à ma machine pour choisir comment lancer ma VM, là je vais lui préciser que je veux lancer ma machine sur GCP. Donc je lui précise le nom du projet dans lequel il va pouvoir trouver l'image et dans lequel il va créer l'instance. Et puis ensuite, je lui indique tout simplement le nom de l'image qu'il va utiliser pour lancer la machine. Donc là, on voit qu'il va créer une instance à partir de l'image. Il va aller se brancher, on va le voir juste après, quand l'instance sera créée, sur le port série de l'instance pour pouvoir me faire un retour console de ce qui se passe dans la machine. Donc l'instance est créée, il va se connecter au port de la machine. Si je retourne ici, hop, je vois. Donc je vois que
en étant connecté au port série de la machine, je vois que tout simplement LinuxKit a booté. Je vois que j'ai une instance qui est apparue ici qui s'appelle Nginx.os. Et là, je vais pouvoir aller chercher l'IP externe de ma machine et m'y connecter. Hop. Et voilà, là pour le coup, j'ai démarré une machine dans le cloud. Hop. Donc on va revenir. Hop. Le Boy Scout, il coupe le truc en plein milieu de la conférence. Ouais, faut pas qu'on soit trop facturé. Je te laisse faire. Hop. Tac. 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 Et c'est parvenu. Ok. Pardon. Hop, c'est dans l'autre sens. Voilà. Allez. Allez. Tac. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, le démarrage d'un premier OS est assez rapide. Hein. Quand on a découvert le projet et qu'on a fait les premiers tests avec, il nous a vraiment pas fallu longtemps pour avoir quelque chose qui fonctionnait et puis pouvoir faire démarrer un premier OS rapidement et après commencer directement à le personnaliser pour rajouter ce qu'on voulait pour faire nos tests. D'autant plus que quand on l'a fait, ça commence à remonter un peu et le projet était déjà jeune, mais Oui. ça permettait déjà de commencer rapidement. Il n'y avait pas encore de release qu'on a regardé. Il n'y avait pas encore de release, effectivement, quand on a commencé. Donc, comme on vient de le dire, le projet est jeune et encore en construction, mais on peut déjà l'utiliser. Il y a quelques points quand on a commencé où, par contre, le démarrage est rapide, mais il y a un coût à l'entrée qui n'est pas négligeable, c'est le fait que le debugging et le logging soient complexes. Mais ça, j'ai envie de dire, quand on est dans le cadre de l'immutable infrastructure ou ce genre de concept où tout est conteneurisé, tout est bien isolé et on est sur de l'immutable, bah, ça vient avec. Donc il faut trouver d'autres solutions justement pour pouvoir réussir à débugger et à loguer ce qui se passe dans vos conteneurs notamment. Alors on a vu déjà qu'il y a des choses qui ont évolué et maintenant quand vous construisez une image, vous pouvez simplement donc créer un tar du file system de votre image, ce qui vous permet déjà de mieux comprendre ce que LinuxKit a construit. Et ça vous permet déjà d'avoir, je dirais, un premier niveau de debugging ou de troubleshooting quand vous commencez à utiliser ça. Et dernier point à noter, c'est la dépendance entre LinuxKit et Docker. Donc aujourd'hui, LinuxKit, pour construire à la fois les packages qu'il utilise et pour construire les images d'OS, il utilise Docker, soit directement pour construire, donc, comme on l'a dit, les images Docker, soit il va utiliser Docker pour créer les images de file system parce que le tooling qui permet de convertir les images de file system pour QEMU, pour AWS ou autre, il est packagé dans des images Docker, donc ça simplifie l'utilisation et ça évite d'avoir des choses à installer sur votre machine. Donc l'avenir du projet, donc il est encore jeune, mais voilà, il y a déjà en fait, vu que vous utilisez Docker, en fait vous êtes déjà tous utilisateurs de LinuxKit. Donc ça fait déjà quand même pas mal de personnes. Donc déjà c'est un projet qui commence déjà à bien vivre. Donc les prochaines étapes, ça va être plus testé, être plus léger encore. Donc typiquement au début du projet, les systèmes d'init c'est des BusyBox. Maintenant c'est carrément un petit binaire Go. Il y a encore plein de petites briques à refaire. Mais voilà, l'idée c'est de réduire de plus en plus la taille, d'être de plus en plus minimaliste, de plus en plus sécurisé. Et il y a aussi la volonté de supporter de plus en plus d'architectures. Typiquement, IBM, par exemple, a contribué pour supporter les mainframes. Donc, typiquement, maintenant, on peut potentiellement démarrer un OS construit avec LinuxKit sur du Z-System. Voilà, et il y a plein de choses à faire, donc c'est vraiment intéressant. Donc on a vu, construire un OS avec LinuxKit, c'est vraiment pas compliqué. Un descripteur, des images de base, et puis après, vous pouvez construire, vous pouvez le démarrer où vous voulez. Maintenant, après, vous pouvez créer vous-même vos use cases. Donc, typiquement, là, aujourd'hui, ce matin, là, il y a eu un tweet, c'est j'ai fait ma petite box sur un Raspberry où dedans, avec LinuxKit, j'ai juste mis un petit ad blocker. Et donc, du coup, maintenant, sur mon réseau interne, j'ai plus de pub. Vous pouvez très bien imaginer, voilà, quand on utilise un Raspberry, on va utiliser un OS qui est
un peu trop gros, bah là on peut directement dire juste pour une sonde de température, elle fait qu'une seule chose, et ben on fait un petit OS. Vous pouvez imaginer aussi faire des appliances. Bah voilà, vous avez un reverse proxy, vous voulez faire une appliance, et ben vous pouvez le construire avec LinuxKit. Typiquement, Rancher qui font un orchestrateur, ils font aussi un OS qui s'appelle Rancher OS. Et ben maintenant ils regardent aussi à utiliser LinuxKit pour construire leur OS. Donc voilà. Donc le projet cherche aussi des contributeurs, hein, n'hésitez pas. Le code n'est pas compliqué, honnêtement. On a eu un bug au début quand on s'en est servi, on a pu faire un patch dessus sans être des experts système. Hein. Honnêtement, ça se lit bien. Il y a plein de choses encore à rajouter, donc n'hésitez pas. Nous, on a vraiment pris plaisir à utiliser le projet hein, pour faire des expériences, donc c'est très rigolo. Voilà. Merci à tous. Merci. On a 4 minutes pour les questions. Oui, merci, c'est super. Sur la partie kernel, est-ce que vous avez vu des liens avec Unikernel? Je l'ai déjà posé à Nantes. Donc, en fait, la team qui travaille sur LinuxKit, en fait, c'est la team qui travaille sur Unikernel. Donc, on retrouve beaucoup d'objectifs qui sont identiques à l'Unikernel, mais l'approche n'est pas du tout la même. Et donc, typiquement, l'intégration de tout ce qui est construction avec Unikernel n'est pas encore dans LinuxKit, mais c'est quelque chose qui est compatible, qui est complémentaire. Mais par contre, actuellement, alors il y a de l'outillage par rapport à Mirage SDK ou Mirage OS. Mirage OS, on n'a pas creusé pour. Mais c'est pas encore l'objectif du projet. Et comment ça se positionne du coup à côté de tous ces OS minimalistes qu'on voit apparaître? Enfin, on a parlé de Rancher OS, mais Photon OS, Core OS ou toutes ces choses-là. Du coup, est-ce que c'est complètement séparé ou est-ce que c'est à peu près la même veine? Alors, même s'ils sont minimalistes, ces OS-là, ils restent généralistes en fait. Typiquement, tous ces OS-là, ils vont avoir les package managers, ils vont avoir les interfaces réseau, ils vont avoir tout ça, qui potentiellement, en fait, peut-être tu n'en as vraiment pas besoin. Imagine, tu veux juste avoir un traitement batch qui n'a même pas besoin d'interface réseau, bah, ça te permet de construire, en fait, c'est vraiment un OS en kit, d'où le nom, et à la carte. Donc c'est vraiment une autre approche, même si ces OS-là sont très bien spécialisés pour faire tourner des conteneurs, bah là encore, tu as un niveau de minimalisme encore plus important. Pardon, bonjour. Merci pour le talk. Vous dites quand j'utilise Docker, j'utilise LinuxKit par conséquence. Alors Docker for Mac et Docker for Windows. En fait, il faut savoir que quand on a Docker for Mac et Docker for Windows, en fait, ces OS, Mac OS et Windows, de base, en fait, ne supportent pas Docker. Windows, ça commence à être moins vrai. Et donc, pour pouvoir faire tourner en fait Docker, tu vas démarrer en fait une petite VM sur ta machine. Et donc cette VM, en fait, l'image de cette VM, en fait, elle est construite avec LinuxKit. Et donc, en fait, tu vas retrouver en fait sur le repo de LinuxKit, dans les examples, tu vas retrouver un descripteur qui permet de construire une image Docker for Mac, par exemple. Et donc, en fait, par contre, quand tu es sur un serveur, tu ne te sers pas de LinuxKit. Non, tu n'as pas le droit. Dans les services inclus, est-ce que vous avez joué avec la partie, tu l'as évoqué tout à l'heure au début, Swarm et Kubernetes, c'est-à-dire faire une image avec, je dirais, des pré-services qui permettent d'intégrer des clusters existants? On a joué avec, on a démarré un cluster Kubernetes. Après, on n'a pas... Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est fourni par le projet en tant que Alors, il y a dans LinuxKit, en fait, dans le repo GitHub, tu as LinuxKit/Kubernetes. Et donc là, c'est directement en fait des images OS qui te permettent d'avoir un cluster Kubernetes clé en main. Donc ça permet d'avoir au moins un exemple. Après, personnellement, on n'a pas été plus loin que juste les lancer, en fait. On n'a pas testé plus que ça. Ok. Merci à tous. Merci.